Vous voulez qu'on commence ou... Quelques minutes برك هكا يجيو لي زيتيديون ونبدا. دكتور 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 Oui, Boubacar. عاود لي زيتاب برك تاع باوربوينت. On commence. نو يخرج لك باوربوينت وخرج عاود لي زيتاب برك. دكتور Il y a un problème de connexion, je pense. وي عنده بروبليم دو كونيكسيون. دكتور Oui. Voilà, très bien. Oui, Boubacar. On peut commencer.
Très bien. Ok. Alors, bon, avant de commencer, je voudrais دكتور. le RA ou non. Là, tu as le RA. Normalement, c'est bon. Share screen. 5 partagé. Ok. C'est bon? On peut commencer. Ok. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va faire le TD sur les syncopes. Alors, on va faire plutôt des exemples et des cas cliniques. Et on va entamer tout de suite. Alors, on dit que les syncopes sont symptômes à bas. Alors, si un patient qui vient aux urgences pour une douleur thoracique, on peut l'interroger. Si le patient vient pour une dyspnée, on peut l'interroger. Mais si le patient vient pour une syncope, généralement, l'interrogatoire, il est très difficile. Alors, il faut bien sûr interroger l'entourage. Alors, pour le patient, on peut tirer quelques informations, les prodromes, etc., la manière ou les circonstances de cette syncope. Alors, bien sûr, les syncopes représentent un problème de santé publique puisqu'elles représentent 3 à 5% des admissions au service des urgences. Alors, pour la définition du mot latin, on va passer. Alors, toutes les syncopes, quelles que soient les étiologies, ont un concept physiopathologique unique. Alors, l'unique mécanisme de la physiopathologique de la syncope, c'est une baisse transitoire du débit cardiaque, du débit cérébral global. Elle peut être accompagnée de prodromes ou non. Et généralement, les prodromes sont constatés généralement chez les sujets âgés. Voilà. Définition de l'ESC de la syncope à apprendre bien sûr par cœur. Alors, c'est une perte de connaissance transitoire due à une perfusion cérébrale globale et caractérisée par un début surtout brutal. Il faut souligner bien sûr le début brutal et une durée vraiment très brève et une récupération spontanée et complète. Alors, la notion de brièveté, elle est très importante pour la syncope, surtout aux urgences. La syncope, c'est une perte de connaissance qui est brève, qui ne dépasse pas quelques minutes. Voici un algorithme qui nous montre la base, la classification des étiologies par rapport à la base physiopathologique.
logique, on voit au centre que le seul mécanisme physiopathologique de la syncope, pression artérielle basse avec une hypoperfusion. Alors, les trois catégories, on a les syncopes réflexes, les syncopes cardiaques et les syncopes secondaires à une hypotension orthostatique. Alors, pour les syncopes réflexes, on a plutôt deux mécanismes. Soit une vasodépression, ça veut dire on a une vasoplégie, une dilatation des artères, hypotension, et on aura une hypoperfusion globale. Soit une réponse fixe, ça veut dire la fréquence cardiaque devient basse. Qui dit fréquence cardiaque basse dit débit cardiaque qui va diminuer, dit une hypoperfusion cérébrale globale. Et on peut avoir bien sûr une réponse mixte. Sur le plan épidémiologique, on constate pour les premiers épisodes de syncope que elles sont fréquentes à l'âge jeune. C'est plutôt les syncopes réflexes et elles diminuent, puis elles augmentent à partir de l'âge de 50 ans avec l'âge. Alors, cette augmentation est due surtout aux cardiopathies ischémiques. Alors, on a un petit pic ici des syncopes chez les nouveau-nés. Alors, c'est génital. Répartition selon le sexe. Alors, on a plus de syncopes chez la femme à l'âge jeune, puis les proportions et on a plus de syncope chez l'homme à l'âge. Alors, on doit se poser une question. Est-ce que la perte de connaissance transitoire est-elle une syncope? Car il existe beaucoup d'étiologies à une perte de connaissance, notamment les étiologies neurologiques, qui définissent cette perte de connaissance comme une altération transitoire majeure de l'état de vigilance qui entraîne une absence complète du contrôle volontaire des muscles. Alors, cette perte de connaissance qui est passagère, elle peut être traumatique ou non traumatique. Si elle n'est pas traumatique, on a les différentes étiologies, dont, bien sûr, la syncope avec ces trois grandes catégories. C'est les syncopes réflexes, les syncopes par hypotension orthostatique et les syncopes d'origine cardiaque. Mais on a d'autres pertes de connaissance qui sont passagères. À éliminer, bien sûr, si on a un patient aux urgences, c'est les crises d'épilepsie, les crises psychogéniques et d'autres causes rares, comme les AVC, les hémorragies cérébrales. Alors, on a un exemple, le chaos du boxeur. C'est une perte de connaissance transitoire, mais ce n'est pas une syncope. Alors, tout ce qui est coma médicamenteux, hypoglycémie, etc., c'est une perte de connaissance, mais ce n'est pas une syncope, elle n'est pas due à une hypoperfusion cérébrale par diminution du débit cérébral global. Par exemple, les crises d'épilepsie, c'est une perte de connaissance, mais ce n'est pas des syncopes. Alors, la conduite à tenir. Alors, on a on va passer à la pratique. Si on a un patient qui vient consulter pour une syncope, alors généralement, le patient, il vient avec son entourage, sauf si le médecin assiste directement à la syncope. Si le médecin assiste à la syncope, le diagnostic, il est très facile. On a une perte de connaissance qui est totale, qui est brève, avec une reprise totale. Si le médecin n'assiste pas à la syncope, c'est ça le problème. Il faut faire un interrogatoire très minutieux et il faut faire un examen clinique très rigoureux. Avant d'entamer tout ce qui est conduite à tenir devant une syncope, il faut affirmer la syncope en éliminant rapidement les diagnostics différentiels. Les diagnostics différentiels qui sont faciles à éliminer sont, bien sûr, l'hypoglycémie. On l'élimine rapidement par une glycémie capillaire. Bien sûr, l'hystérie, bien sûr, c'est pas vraiment une perte de conscience.
Alors, le drop attack, alors, le drop attack, c'est quoi? C'est un patient qui tombe, qui perd tout tonus musculaire, mais sans perte de conscience. Le patient, il est conscient. Généralement, on la rattache à une insuffisance vertébro-basilaire. Alors, le coma toxique, qui est éthylique, bien sûr, et médicamenteux, on va l'éliminer facilement aussi. Tout ce qui est vertige, les vertiges ne sont pas une perte de connaissance totale. Le syndrome de Gininou ou la narcolepsie, c'est un trouble de sommeil chronique. Alors, vous voyez, il y a des reportages sur des gens, par exemple, qui font un sommeil, par exemple, d'urine. Généralement, ils font des accidents de sommeil, d'urine, suite à quelque chose d'euphorique, on va dire. Alors, les accidents ischémiques transitoires et les AVC, bien sûr, avec un déficit moteur, ils sont à éliminer rapidement. Et les lipothymies qui ne sont pas une perte de connaissance, qui n'est pas totale. Alors, plus difficile, bien sûr, c'est la simulation et les épilepsies. Alors, la syncope, on va se poser la question, est-ce qu'elle est dangereuse ou non? Pourquoi? Alors, si la syncope est dangereuse, on doit hospitaliser le patient pour surveillance et prise en charge. Pour cela, il faut stratifier le risque et de garder que les patients graves. 3 questions se posent. Une cause connue à la syncope. Y a-t-il un risque de complications sévères dans un court délai? Et est-ce que le patient doit être admis aux urgences ou non? Alors, l'ESC, ils ont proposé tout ce charabia, il y a beaucoup de tableaux, mais on va retenir quelque chose de simple. Alors, les 5 qui sont à c'est là où il y a anomalie, soit à l'interrogatoire, soit une pathologie, soit à l'électrocardiogramme. Alors, on va stratifier sur l'événement syncopal en lui-même. Alors, quelque chose qui est flagrant. Alors, une syncope qui survient à l'effort ou une position couchée, c'est une syncope qui est grave. Alors, si on a une notion de cardiopathie structurelle, alors c'est une syncope grave. Les deux à retenir. Okay. Alors, tout ce qui est à bas risque, c'est généralement associé à des prodromes. Par exemple, une sensation de chaleur, sueur, nausée, vomissement, etc. Alors, deuxième étape, les antécédents médicaux. Alors, s'il y a des antécédents médicaux, c'est un syndrome grave. S'il n'y a pas d'antécédents de maladies structurelles, alors généralement, c'est à bas risque. Alors, l'examen clinique. Alors, un examen clinique normal, c'est un patient à bas risque. Donc, s'il y a une anomalie, c'est un patient à très haut risque. Et on revient à l'étape la plus importante, c'est l'étape primordiale, c'est l'électrocardiogramme. Alors, l'électrocardiogramme, il doit être normal. Alors, si on a un électrocardiogramme normal, généralement, c'est un patient à bas risque. Mais si on a un électrocardiogramme pathologique, c'est un patient à haut risque. Sans trop détailler, vous avez fait beaucoup de cours, généralement, vous connaissez bien sûr les BAV, les BAV2, BAV3, tout ce qui est bradycardie peut donner une syncope et tout ce qui est trouble du rythme peut donner une syncope. Tout ce qui est syndrome rare, à savoir syndrome de Brugada, etc., c'est des syndromes rares, vraiment très rares, mais il faut les connaître, bien sûr. Alors, on revient sur l'algorithme. Alors, la syncope, après évaluation initiale en urgence, avec examen clinique, interrogatoire surtout de l'entourage et du patient par rapport au prodrome et les cardiopathies existantes, et un électrocardiogramme. Alors, si toutes les caractéristiques sont à bas risque, il faut faire sortir le patient. C'est probablement une syncope réflexe situationnelle ou par hypotension orthostatique. Il faut donner un traitement. S'il y a une étiologie, par exemple une hypotension orthostatique, si on retrouve, par exemple, le patient il est sous traitement antihypertenseur, on va arrêter, soit on va diminuer les doses. Alors, si le patient il est à risque, à très haut risque, alors il y a beaucoup d'éléments à haut risque,
alors il faut l'hospitaliser, bien sûr, aux urgences, donc soit dans une unité de syncope. Alors, si le patient n'est pas à haut risque, il n'est pas à bas risque, alors il y a des anomalies ECG, il y a un cardiopathie structurelle avec un ECG normal, etc. Alors, il faut discuter là. On n'hospitalise pas. Tout dépend des étiologies et des mécanismes de cette syncope. Alors, quelle est la cause de la syncope? Par quel moyen elle est identifiée, bien sûr? Et quelles sont les causes? Par quel moyen l'identifier? Alors, l'évaluation initiale, c'est plutôt l'interrogatoire. L'interrogatoire plus. Alors, il faut faire un bon interrogatoire du patient et de l'entourage. Alors, un examen clinique. Alors, l'examen clinique, il faut faire un examen cardiovasculaire complet, à savoir auscultation cardiovasculaire, tension artérielle, en position, on va voir après, en position couchée ou assise, puis en position debout, et une auscultation vasculaire. L'électrocardiogramme, il est primordial dans le bilan de la syncope. Puis on passe aux examens suivants. Alors les examens suivants sont guidés par l'évaluation initiale. Alors l'évaluation initiale, c'est interrogatoire, examen clinique, cardiovasculaire bien sûr, et électrocardiogramme. Alors les examens guidés par l'évaluation initiale sont l'échocardiographie. Alors elle peut donner directement un diagnostic étiologique à notre syncope. Vous connaissez bien sûr le rétrécissement aortique. Alors le rétrécissement aortique, il va donner une syncope généralement par la triade. Vous connaissez les signes fonctionnels du rétrécissement aortique. Alors on a une syncope d'effort, dyspnée d'effort et angor d'effort. Alors tout ce qui est cardiopathie obstructive, alors les CMH obstructifs par même mécanisme que le rétrécissement aortique, mais des fois on a généralement des troubles du rythme dans la cardiomyopathie hypertrophique obstructive. Les myxomes de l'oreillette, soit droite ou gauche, ce sont des tumeurs bénignes qui peuvent donner des syncopes, soit par obstacle, soit par trouble du rythme. Alors l'hypertension artérielle pulmonaire, l'HTAP, généralement elle donne des syncopes d'effort. Alors l'épreuve d'effort, bien sûr, on a le choix entre, généralement on va choisir une épreuve d'effort sur tapis ou sur bicyclette, car une épreuve d'effort sur tapis, presque c'est une contre-indication si le patient fait une syncope, car le patient risque de tomber et on aura un traumatisme. Il faut juste choisir soit sur bicyclette, soit sur une bicyclette, soit sur un ergomètre. Alors, l'hôtel ECG, il est primordial dans les syncopes par trouble conductif ou par trouble du rythme. Alors, on a plusieurs modèles. On a le Holter à fixer sur, c'est un électrocardiogramme, bien sûr, des 24 heures, de 48 heures ou 62 heures, 12 heures, on peut passer jusqu'à 72 heures. Et on a tout ce qui est Holter implantable. Alors, l'étude électrophysiologique, il ne faut pas s'attarder sur ça, mais généralement, c'est plus pour les secondaires à un trouble du rythme, pour un traitement ou des syncopes secondaires à un trouble conductif pour un diagnostic. Et on calcule des espaces et des temps pour faire le diagnostic. Le tilt test. Alors, c'est quoi le tilt test? Il faut le connaître. Sans trop détailler, bien sûr, alors, le tilt test, c'est une table. C'est une table qui s'incline. Alors, une table qui s'incline à 60 degrés. Généralement, elle est indiquée chez les patients avec une syncope réflexe. Les étiologies. On va commencer les étiologies. Alors, les syncopes réflexes. On a les syncopes vasovagales, les syncopes par hypersensibilité du sinus carotidien et les syncopes situationnelles. Alors, les syncopes réflexes sur un mécanisme physiopathologique. Alors, c'est une réponse inappropriée, bien sûr. Alors, le vague va, une augmentation du tonus du vague
va provoquer soit une hypotension orthostatique, une hypotension artérielle, soit une bradycardie, à l'origine de cette syncope vasovagale. Alors, le diagnostic se fait uniquement sur l'anamnèse. Alors, généralement, on a quelque chose qui a déclenché cette syncope. La chose la plus classique, bien sûr, que vous connaissez bien sûr en tant qu'étudiant en médecine, c'est un étudiant en médecine ou un étudiant qui rentre au bloc pour la première fois, il voit beaucoup de sang et tout, alors il tombe. Ça, c'est une syncope vasovagale. Donc, généralement, il y a un Tiger et généralement, elle est précédée par des prodromes, par exemple, des sueurs, des pâleurs, nausées, etc. Alors, les examens, bien sûr, complémentaires, on peut s'aider par d'autres examens complémentaires qui peuvent nous donner cette réponse exagérée du système vague, par exemple le TIL test et un long-terme ECG qui peut enregistrer cette bradycardie. Alors, les situations, bien sûr, qui peuvent conduire à une syncope vasovagale, soit une douleur intense, émotion, déshydratation, etc. Il ne faut pas trop détailler sur ça. Et les signes accompagnateurs, bien sûr, c'est généralement des signes vagaux. Alors, le titre, sa sensibilité, elle est médiocre avec une spécificité, bien sûr, à 90%. Alors, on va s'étaler sur ces. Alors, sur ça, je reviens. Désolé. Alors, le tilt test. Alors, le tilt test consiste à mettre le patient en position couchée, puis faire une inclinaison. Alors, l'inclinaison, qu'est-ce qu'elle va faire, l'inclinaison? Elle va stagner le sang au niveau du membre inférieur. La stagnation du sang du membre au niveau du membre inférieur va donner une diminution du retour veineux au niveau du cœur, puisque le sang il est en bas. Alors, cette diminution du retour veineux pulmonaire, bien sûr, qu'est-ce qu'elle va provoquer? Le retour veineux pulmonaire il va être diminué, c'est la précharge. Elle est reliée à la précharge. Alors, si on a une diminution de la précharge, on aura une réponse très exagérée du cœur, une contraction rigoureuse, alors, qui n'est pas appropriée, okay, par rapport aux patients qui font une syncope vasovagale. Et à partir de là, on aura une petite tachycardie. Alors, suite à cette tachycardie, alors, le patient fait une réaction inappropriée, vagale, qui va donner une vasoplégie importante et une bradycardie, soit une bradycardie importante. Alors, on voit ici l'enregistrement du TIL test va nous donner une pression artérielle, c'est la courbe de pression artérielle, ça c'est la systolique, ça c'est la diastolique. Alors, la courbe de la pression artérielle, elle est les pulsatives. Alors, systole, diastole, systole, diastole. Et ça, c'est l'enregistrement électrique, c'est l'électrocardiogramme. Alors, on voit ici qu'il y a une réponse cardio-inhibitrice avec une chute de pression artérielle. Là, on voit ici que la fréquence cardiaque est normale, puis un blocage. Il n'y a plus de complexe QRS sur ce tracé. Et suite à cette pause cardiaque, on a une hypotension qui suit. Alors, une réponse mixte, ça c'est l'électrocardiogramme. Alors, une réponse mixte va donner une hypotension. Alors, vous voyez, pression artérielle systolique, diastolique. Systolique, diastolique, bien sûr, c'est la courbe de pression artérielle. Puis, on a une vasoplégie et une diminution de la pression artérielle qui suit, bien sûr, une bradycardie avec des pauses extrêmes. Et vous voyez ici que la tension artérielle, elle est très basse. Alors, le monitoring ECG, alors, on a bien sûr l'électrocardiogramme de surface qui va donner 10 secondes seulement du rythme cardiaque. On a l'Holter, les 24 heures, on peut aller jusqu'à 2-3 jours avec l'Holter. Et on a, bien sûr,
l'haltère implantable qui peut implanter un petit dispositif. On l'implante sur l'enregistrement électrique pendant plus d'une année. Alors, exemple d'un haltère de 24 heures, tout simple. Alors, ici, on a une pause. Bien sûr, à partir de 3 secondes, il peut s'imposer. Un exemple d'un enregistrement de longue durée, on voit que, pardon, QRS, PQRS, 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 puis onde P, il n'y a pas de QRS, il n'y a pas de contraction ventriculaire, c'est un blocage sino-auriculaire qui a donné une syncope. Alors, les syncopes réflexes par hypersensibilité du sinus carotidien. Alors, on sait que le sinus carotidien, c'est une zone qui peut stimuler le vague. Alors, si on fait un massage du sinus carotidien, on va stimuler le vague. En stimulant le vague, alors le nerf vague va donner quoi comme réponse sur le plan vasculaire et cardiaque? Va donner une bradycardie, bien sûr, et une vasoplégie. Généralement, elle survient chez des patients qui sont vraiment très sensibles dans cette région. Par exemple, une simple rotation de la tête ou un rasage va déclencher cette syncope. Alors, le massage du sinus carotidien, c'est un examen qu'on peut faire, bien sûr, à l'hôpital par un massage au niveau de la zone du muscle sternocleidomastoïdien pendant 5 à 10 secondes en décubitus dorsal, bien sûr. Alors, le massage du sinus carotidien, il est positif si on déclenche une syncope ou l'hypotonie pendant ou immédiatement après le massage, avec une présence d'asystolie de plus de 3 secondes, ça veut dire que le QRS, il y a une pause électrique de plus de 3 secondes, et ou une chute de pression artérielle systolique de 50 mm de mercure. Il faut apprendre ça par cœur. Okay. Alors, il convient d'éviter les massages, bien sûr, si on fait un massage du sinus carotidien, et il vaut mieux que le patient n'a pas de plaque sur la carotide. Alors, si le patient a une plaque sur la carotide et on fait une compression vraiment importante, on peut détacher une plaque au niveau de la carotide, alors, qui peut provoquer, bien sûr, un accident vasculaire cérébral. Alors, le test ici, par exemple, est-ce qu'il est positif ou négatif chez un homme de 78 ans qui fait une chute? Alors, on ne sait pas. Il a fait une chute, est-ce que c'est une syncope ou non? Alors, on voit ici que les pauses sont, après un massage du sinus carotidien, c'est des pauses de 2,6 secondes. Alors, le patient n'a pas fait de malaise, etc. Alors, on considère que le test, il est négatif. On passe à la troisième étiologie, c'est des hypotensions. La deuxième étiologie des syncopes, c'est des hypotensions orthotiques qui peuvent être d'origine multiple, soit une dysautonomie. Alors, c'est quoi la dysautonomie? C'est un malfonctionnement du système nerveux autonome, que ce soit sympathique ou parasympathique. Alors, les syncopes par orthostatisme exogène, alors soit elles sont médicamenteuses ou alcooliques, les hypovolémies ou les déshydratations, soit par hémorragie, soit diarrhée, soit insuffisance surrénalienne, les insuffisances veineuses et les hypotensions orthostatiques postprandiales. Alors, on va donner quelques exemples. Pourquoi une hypovolémie va donner une hypotension? Par diminution, bien sûr, de la précharge. La précharge, si elle diminue, elle contribue au débit cardiaque. C'est un déterminant du débit cardiaque. Et si le débit cardiaque va diminuer, bien sûr, on aura une hypotension et le patient peut faire cette syncope. Alors, l'hypotension par hypotension orthostatique, qu'est-ce qu'on fait comme examen? Il faut connaître, il faut faire cet examen à chaque fois que vous avez une perte de connaissance et vous suspectez une syncope ou une hypotonie. Alors, il faut prendre la tension artérielle au repos, après 3, bien sûr, au repos, et après 3, 5 minutes en position debout, ou jusqu'à reproduction des syncopes. Des fois, on peut aller jusqu'à 10 minutes. Alors, le test, il est positif si on a une pression artérielle, une chute de pression artérielle supérieure ou égale à 20 mm de mercure, ou une pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure. En présence, bien sûr,
de symptômes ou de sensations imminentes de perte de connaissance que le patient connaît très très bien. Voici un exemple un tableau exemple de cet examen. Alors, les syncope cardiaque, bien sûr, vous avez fait tout le cursus et tous les cours, et vous connaissez tout ça. Alors, ils sont regroupés en 3 groupes. Alors, les syncopes par arythmie, toutes les arythmies cardiaques. Alors, tout ce qui est tachycardie supraventriculaire rapide, les tachycardies ventriculaires, les torsades de pointe, etc. Alors, les troubles conductifs, alors tout ce qui est BAV, bradycardie, etc. Alors, on a tout ce qui pathologie qui peut donner une arythmie, par exemple le syndrome de Brugada, etc. J'espère que vous connaissez le syndrome de Brugada, c'est une canalopathie due à une anomalie des canaux sodiques. Elle donne un aspect spécifique, un bloc de branche droit incomplet, plus un suge-décalage. Le suge-décalage est spécifique, on va voir sur des exemples. Alors, deuxième étiologie des syncopes, c'est des syncopes par maladie cardiovasculaire ou pulmonaire. Alors, tout ce qui est embolie pulmonaire, dissection aortique, miction de l'oreillette, cardiomyopathie, infarctus, valvulopathie, peut donner des syncopes. Et le syndrome du vol sous clavier. Alors, on va donner quelques exemples. Alors, des troubles de rythme ou de conduction. On voit ici une pause sinusale, alors un bloc sino-oculaire, il n'y a pas d'onde P. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas d'onde P. Et c'est plus de 3 secondes. Alors, le patient fait c'est tout à fait normal. Alors, voici un exemple d'un QT lent. Alors, vu les conditions sanitaires actuellement et la prise de chloroquine, vous connaissez bien sûr tous cet espace QT. Alors, si on a un espace QT qui est très lent, alors supérieur à 480 généralement, ou 500 on va dire, il y a un risque de faire une torsade de pointe s'il y a une extrasystole qui va tomber sur l'onde T. Alors, voici un exemple, espace QT qui est large, à 510 millisecondes. Alors, on a ici une extrasystole. Voici une extrasystole qui tombe sur l'onde T. Voici l'onde T. Alors, ça, c'est une extrasystole qui tombe dans l'onde T et elle va déclencher un trouble du rythme qu'on appelle la torsade de pointe que vous allez faire normalement demain avec Dr. Akasha sur un TD normalement. Alors, la torsade de pointe, c'est une tachycardie à QRS large. Alors, c'est une tachycardie à QRS large avec changement d'axe. Vous voyez que le QRS est zéro, on va dire la durée, l'amplitude, on va dire zéro. Voici un autre exemple de torsade de pointe. Alors, QT lent, extrasystole, alors, extrasystole qui tombe sur le QRS lui-même et ça déclenche une torsade de pointe qui est une tachycardie à QRS large. Vous voyez que le QRS il est très large avec changement d'axe. Alors, changement d'axe, c'est les amplitudes qui changent. Vous voyez que l'amplitude elle change. Alors, voici l'automatisme. Et on fait un enregistrement Holter de longue durée et on tombe sur ce tracé. Alors, vous voyez qu'il y a une tachycardie, bien sûr, c'est une fréquence très rapide. Le QRS, il est très large. Okay. Alors, pour vous, en tant qu'externe, alors, une tachycardie à QRS large, c'est une tachycardie ventriculaire jusqu'à preuve du contraire. Alors, il faut savoir que la torsade de pointe, c'est une tachycardie aussi ventriculaire. Okay. Mais on voit la différence entre tachycardie ventriculaire et torsade de pointe. Là, l'axe ne change pas. Alors, c'est la même presque amplitude sur une dérivation du QRS. Un autre exemple d'un jeune. Alors, jeune qui fait une syncope de 28 ans.
antécédent. Alors, sur l'interrogatoire, on a un antécédent de mort sur la famille. Alors, si on a un antécédent de mort subite chez la famille, de quelqu'un de jeune, bien sûr, ماشي يقول لك بابا مات à l'âge de 70 ans par l'arrêt cardiaque. Ça, c'est pas un antécédent de mort subite. Alors, généralement, chez les jeunes, si on a des antécédents de mort dans la famille, généralement, c'est quelque chose de grave. Il faut faire très attention. Alors, sur le CG, qu'est-ce qu'on constate? On va analyser rapidement le CG. Alors, là, rapidement, on voit qu'il y a un aspect de bloc de branche droit qui est incomplet. OK? Avec, on a l'aspect RS, R', avec un sus-décalage. Mais le sus-décalage, c'est pas le sus-décalage de l'IDM. Alors, c'est un sus-décalage. Alors, qui est convexe comme ça. Alors, qui rapidement pour rejoindre cette entité qui est négative. Alors, ça, c'est très spécifique du syndrome de Brugada. Il y a plusieurs types, mais c'est pas de votre lore, c'est juste c'est une culture générale, on va dire, pour vous. Alors, le syndrome de Brugada, c'est l'aspect. Alors, ce même patient, alors vous voyez le CG, alors, bien sûr, le risque dans le syndrome de Brugada, c'est que le patient fasse ça. Analyser ça, c'est une tachycardie, bien sûr, sans rentrer dans les détails, c'est une tachycardie. Vous voyez, puisque la fréquence, elle est rapide, AQRS large, et on n'a pas de changement d'axe. Pour vous, c'est une tachycardie ventriculaire. Deuxième exemple, jeune de 24 ans, palpitation paroxystique, plus 5 ans. Alors, il fait des palpitations psychiques. Un jour, il a syncopé, et on voit rapidement sur l'électrocardiogramme qu'il y a un empattement du QRS. Il est visible ici, surtout en V5, V6, vous voyez cet empattement. Alors, cet empattement, c'est une onde delta. On appelle ça une onde delta, témoignant d'une prise de quinte. Un patient qui fait des palpitations paroxystiques et qui fait un ECG avec un quinte, c'est quelque chose de grave, surtout s'il fait une syncope. Alors, pour le traitement, il faut faire une ablation par radiofréquence. Ça veut dire quoi? Quand on va mettre au niveau du cœur des électrodes et on va ablater par radiofréquence. On va enlever ce quinte, on va le brûler. Alors, circoncision fumeur double thoracique, bien sûr. Un patient qui dépasse les 50 ans, surtout un homme, avec des facteurs de risque, s'il fait une syncope, probablement, c'est d'origine cardiaque. Alors là, on va analyser le CG rapidement. On constate que les ondes P, alors il y a une bradycardie déjà. Vous voyez qu'il y a une bradycardie. Alors, les ondes P, une onde P, une onde P, une onde P. OK? Là, on a une dissociation auriculo-ventriculaire complète. On a un sus-décalage au niveau inférieur, D2, D3 et AVF. Et on a un début d'onde cul de nécrose. Déjà, on a une onde cul de nécrose. Alors là, déjà, c'est un factus inférieur. Déjà, plus de 6 heures, bien sûr, puisqu'il y a une onde cul de nécrose. Persistance du sus-décalage, bien sûr. Et un BAV, soit 2.1, soit c'est un BAV complet. Mais pour vous retenez qu'il y a une dissociation et que c'est un BAV complet. Alors, vous savez que la complication redoutable conductive de la factus inférieure parmi les complications, c'est le BAV. Alors, dans ce cas, quelle est votre conduite à tenir, bien sûr? Alors, rapidement, il faut faire une montée de centre. Il faut emmener le patient dans une unité de KT, faire une montée de centre pour une électrostimulation temporaire. Généralement, elle est temporaire pour le factus inférieur, que le BAV va disparaître après. Plus une angioplastie, bien sûr, pour désobstruer cette artère occluse. Alors, les syncopes cardiaques, on a tout ce qui est cardiopathie et
maladie cardio-pulmonaire structurelle, tout ce qui est valvulopathie, on a parlé de ça, RA au serré, le diagnostic il est facile. Alors, par un souffle, qui est très intense au niveau du foyer aortique, on fait le diagnostic. Et le diagnostic, il est confirmé et avec une évaluation de la sévérité du rugissement aortique par une échocardiographie. Voici la deuxième étiologie des syncopes par atteinte structurelle cardiaque, c'est la cardiomyopathie obstructive, c'est la CMH obstructif. Alors, le mécanisme de la syncope, c'est généralement des troubles du rythme. Vous voyez que la paroi ici, elle est vraiment très hypertrophiée, elle est épaisse. Alors, généralement par trouble du rythme que le patient fait une syncope, soit par diminution du débit par obstacle, si on a une obstruction des voies d'éjection, comme ici, vous voyez que le gradient entre le ventricule et l'aorte, il est très élevé. J'espère qu'elle va marcher. Alors là, on a une image d'une... Oui, très bien. Ça, c'est le ventricule gauche entre les deux. C'est la valve mitrale et ça, c'est l'aorte avec la valve aortique. Et vous voyez cette masse qui est énorme. Voilà. Alors, cette masse qui est énorme, alors c'est une tumeur cardiaque qu'on appelle myxome. Imaginez que cette masse énorme, alors, elle va se balader. Vous voyez qu'elle se balade à l'étage auriculaire. Et en plus de ça, elle va gêner le remplissage du ventricule gauche. Juste une notion. Alors, la syncope, généralement, secondaire au myxome, généralement, elle est déclenchée par des changements de position. Je vous donne une question par rapport à ça. Alors, il faut savoir que la syncope secondaire à une étiologie tumorale cardiaque, généralement, elle est déclenchée par des changements de position. Alors, la dissection aortique, ici, alors, c'est une coupe transversale de l'aorte en ETO, en flap intimal. C'est l'intima qui est déchiré. Ça, c'est le faux chenal, ça, c'est le chenal. Ok. Et voici une autre coupe en transversale. Voici la déchirure. Alors, sur le plan téléthorax, on a un élargissement du médiastin supérieur et cette syncope, elle est secondaire généralement à une douleur très intense. La tamponnade, on a un épanchement péricardique qui entoure le cœur. Le noir, c'est le de grande abondance, soit un épanchement qui n'est pas de grande abondance, mais de constitution rapide. Ça veut dire. Rapidement, il a entouré le cœur. On a une gêne au remplissage du ventricule qui va diminuer le débit cardiaque et qui peut donner une syncope. La syncope cardiaque par vol sous clavier. Alors, le vol sous clavier. On a l'aorte, on va faire une explication. L'aorte, ascendante, descendante. Alors, la première branche de l'aorte, c'est le tronc brachiocéphalique, puis la sous-clavière gauche. Alors, la sous-clavière gauche va donner l'artère, puis l'artère humérale,
qui va irriguer le membre. Alors, le bras, etc. On demande de l'oxygène. Alors, le muscle demande de l'oxygène et on aura une vasodilatation. Alors, ça veut dire que le membre va demander du sang. Ça, c'est de la physiologie. Okay. Si on a une sténose de l'artère sous-clavière, une sténose ici, ça veut dire que cette partie est sténosée. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, le membre, alors le bras va demander du sang. Alors, il ne peut pas l'obtenir de cette branche. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une inversion du flux vertébral. Ça veut dire que le sang, il vous dit la vertébrale, la sous-clave, l'huméral. Alors, le fait que le sang est on aura une diminution. Alors, vous imaginez que le cerveau, il est là, ok, qui est lié par les vertébrales et les artères carotides, bien sûr. Alors, les vertébrales, c'est des artères qui irriguent la partie postérieure du cerveau. Alors, ils vont se rejoindre, bien sûr, ici, sur le polygone de Willis. On aura une diminution, bien sûr, par cette inversion et c'est le mécanisme physiopathologique de la plupart, enfin, de toutes syncopes. Et on aura une syncope. Alors, cette syncope, bien sûr, elle est due à un mouvement au niveau ou une sollicitation du membre supérieur. Alors, le traitement, les principes généraux, généralement, on arrive à la fin de ce TD. Il faut diminuer la morbimortalité et diminuer les risques d'accidents au travail et au loisir. Alors, vous imaginez un patient qui fait des syncopes vasovagal fréquentes qui conduit. Alors, il peut causer un accident, il peut causer un accident d'un autre, etc. Il peut mourir, etc. Alors, le traitement de la syncope, alors, il faut évaluer le diagnostic déjà. Si c'est une syncope réflexe ou une intolérance orthostatique, une hypotension orthostatique, alors, si elle est prévisible ou survient fréquemment, envisagez un traitement spécifique. Okay. Si elle est prévisible, ça veut dire quoi prévisible? Ça veut dire que le patient a des prodromes. Il peut gérer cette syncope. Alors, en s'assoyant, en garant sa voiture, etc. Alors, il faut éduquer, le rassurer et éviter les facteurs déclenchants, surtout. Alors, s'il y a une syncope cardiaque, alors, si la syncope est cardiaque, s'il y a une arythmie, traitement spécifique, vous allez voir demain avec Dr Akasha les troubles du rythme et vous pouvez poser des questions au traitement spécifique. Généralement, c'est des bêta-bloquants, c'est des antiarythmiques, bien sûr. Donc, surtout les bêta-bloquants. Les maladies structurelles cardiaques, bien sûr, c'est un traitement de la maladie sous-jacente. Si la syncope, alors, on n'arrive pas à expliquer, et que c'est une syncope vraiment à haut risque de mort subite cardiaque, alors, vous connaissez le haut risque, c'est la stratification avec les tableaux Lichtenheim-Lowell. Alors, elle peut regrouper les maladies coronaires, les cardiomyopathies, etc. Alors, il faut envisager dans ces cas, si la syncope vraiment elle est inexpliquée ou à très haut risque, de faire implanter un défibrillateur. Alors, le défibrillateur, c'est un appareil qui donne un choc électrique en cas de rythme. Alors, le traitement de la syncope réflexe, il ne faut pas aller sur tout ça, mais par exemple, tout ce qui est, par exemple, vue de sang, par exemple, pour des patients qui font des Tiger, un élément déclencheur, par exemple, comme la vue de sang, la douleur, etc., exagérée, etc. Alors, il faut éviter de déclencher, par exemple, si on a une syncope par hypersensibilité du sinus carotidien, là aussi, il faut éviter de se raser avec compression au niveau du cou. Il faut éviter de porter des chemises avec des cols serrés, etc.
Les mesures d'éducation, généralement, ça donne pas vraiment. Il y a des mesures médicamenteuses, non médicamenteuses. Par rapport aux hypotensions orthostatiques, on a des mesures, on va passer sur ça. On va passer. Alors, si on a une hypotension orthostatique, l'éducation, c'est les mesures d'hygiène. Alors, si on a des médicaments, un patient, par exemple, il est hypertendu, il prend un traitement antihypertenseur, alors il fait des hypotensions orthostatiques avec ses corps, bien sûr, c'est très facile. Il faut diminuer ou arrêter des fois le traitement antihypertenseur ou le modifier. Alors, sinon, si les symptômes persistent, on peut donner, par exemple, on peut faire les manœuvres de contre-pression. Alors, les manœuvres de contre-pression, c'est ça. Alors, c'est des manœuvres qui font qu'il y aura un retour veineux qui est très important. Alors, c'est une compression des bras avec croisement des jambes. On aura alors, le fait de croiser les jambes ou de s'accroupir. Alors, on aura une compression veineuse des membres inférieurs et cette compression veineuse inférieure va augmenter le retour veineux et augmenter le débit cardiaque. Alors, porter des vêtements compressifs bas, comme les bas de contention. Alors, dormir tête surélevée. Alors, on a la midodrine et tout ce qui est cortisone. C'est vraiment en dernier recours. Vous connaissez tous quand les corticoïdes euh, vont permettre au niveau du rein, l'action des corticoïdes au niveau du rein, c'est une retention hydrosodée. Alors, si on donne des petites doses de corticoïdes, on va faire cette retention hydrosodée qui va augmenter cette pression artérielle. Le traitement de la syncope cardiaque, bien sûr, c'est le traitement de chaque pathologie. Et je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions, je ne sais pas comment répondre à vos questions. Je sais que c'est un TD qui est très long et j'invite tout le monde à poser des questions. الحكيم Oui, Boubacar. ارجع البلاتفورم باش تشوف لي كومونتير لي كيستيون ترجع البلاتفورم Alors, la plateforme. La plateforme. La plateforme. دير ستوب شير ستوب شير Les commentaires. فوالا
خليه دوك نرجعو نجاوب لي كاستيون تاعك. Hakim, Alors, vous m'entendez, les commentaires voilà. sur la droite. Alors, je monte. Je monte. Pas trop. الحكيم. Alors, monsieur, est-ce que nous devrions apprendre tout? Non, bien sûr, heureusement. Alors, il ne faut pas apprendre tout. Généralement, il faut avoir des notions, justement des notions. Et c'est par rapport à vos cours. Alors, on ne va pas faire les syncopes comme cours à part, mais il va englober tout ce qui est pathologie qui va donner des syncopes. Alors, je sais que vous n'avez pas fait vous faites pas par exemple, tout ce qui est syncope vasovagale, etc., les syncopes réflexes par hypotension orthostatique, etc. Mais juste avoir des notions. Alors, ce que j'insiste sur tout ce qui est hypotension orthostatique. Alors, le massage du sinus carotidien. Bien sûr, les syncopes cardiaques, c'est beaucoup. Le syndrome coronarien, etc., les BAV, etc. Ça, c'est pas. Mais en plus de ça, je vais citer par exemple sur les syncopes réflexes. Je vous donne par exemple un exemple des syncopes réflexes. Vous connaissez tous celui qui part, par exemple, il part aux toilettes et il fait une syncope. Ouais, on lui dit passe un darac, etc. Donc ça, généralement, c'est des symptômes situationnels. Secondaire à une hypertension vagale. Okay, il faut avoir des notions. Mais pour l'examen, vraiment, c'est juste par rapport au syncope cardiaque. Ça rentre bien sûr dans vos cours. Et il faut insister sur l'hypotension orthostatique et les syncopes par hyperréflexion du sinus carotidien. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que la péricardite peut entraîner une syncope? Alors oui, la péricardite peut entraîner une syncope. Alors, par différents mécanismes. Alors, généralement, si on a une péricardite, la péricardite, c'est une inflammation du péricarde qui peut s'accompagner ou non d'épanchement péricardique. Alors, si on a un épanchement péricardique de grande abondance, alors qui peut donner une tamponnade, alors cette tamponnade va gêner le remplissage des ventricules. Cette gêne du remplissage du ventricule va donner, bien sûr, une diminution du débit cardiaque, une diminution du débit global et peut donner une syncope. Alors, on peut avoir une syncope par une péricardite suite à un trouble du rythme. Il faut savoir que la péricardite, parmi ici, on peut avoir des troubles du rythme. Et si on a un trouble du rythme durant une péricardite qui est très rapide, on peut avoir, bien sûr, avec ce trouble du rythme, une syncope. Alors, monsieur, est-ce que vous avez une différence entre syncope et l'hypothymie? Alors, entre syncope et l'hypothymie, alors la syncope, c'est une perte de connaissance globale. Alors, elle est totale. C'est-à-dire, le patient, mais je fais le walou. Mais il dit que je fais partout, كانوا الناس ضايعين بيا, etc. Non, la syncope, il dit que j'ai perdu connaissance et je me souviens de rien. La l'hypothymie, le patient, il gît aux urgences, واش يقول لكم بلي أنا تحت pendant on s'en fout, mais يقول لك بلي كنت نسمع الناس واش كانوا يهضروا, كنت نشوف à peu près الناس تلموا عليا, etc. Ça, c'est pas une syncope, c'est une hypothymie. Ok? Alors, est-ce que vous pouvez répéter le tilt test et le monitoring? Alors, par rapport au tilt test, il ne faut pas s'acharner sur ça. C'est quelque chose, c'est un examen ultra spécialisé.
Alors, كاينه وحده باك في الجزائر ولا زوج كاينه وحده في تيزي وزو وحده في مصطفى 1 la table et on peut créer cette table normalement c'est parce que c'est une table qui s'inclut tout simplement mais le problème c'est le monitoring le monitoring c'est quoi نحطوا le patient en position couchée نديروه en 60 degrés le fait de le faire d'incliner le patient en 60 degrés on va diminuer le retour veineux. Cette diminution du retour veineux va entraîner bien sûr une hyperréaction par rapport aux gens, mais chez par rapport aux gens qui font une syncope vasovagal, une hyperréflexie du vague. Et ce vague, le vague, qu'est-ce qu'il va entraîner dans le cas? Il va entraîner une hypotension par vasodilatation des artères, soit une bradycardie, bien sûr. Alors, si on a les deux vont diminuer la pression artérielle. En diminuant la pression artérielle, ça va donner une syncope par diminution du débit cérébral global. Alors, le monitoring, c'est un électrocardiogramme, bien sûr, avec le monitoring de la tension artérielle, de la courbe de tension artérielle, que ce soit par quelque chose d'invasif, soit par un simple tensiomètre électronique. Alors, quel est l'examen de première intention? Lors du premier contact. Alors, l'examen. Alors, si on parle d'examen complémentaire, c'est l'électrocardiogramme. Mais si on parle d'examen lors du premier contact, alors si on assiste à la syncope, là, c'est une syncope. Il ne faut rien faire. C'est une syncope, il faut chercher, il faut faire un ECG rapidement pour voir est-ce que c'est un trouble du rythme, est-ce que c'est un BAV. Mais si le patient vient et on vous dit qu'il a fait une perte de connaissance, là, il faut prendre des constantes, bien sûr, au début. Il faut prendre le premier truc devant une perte de connaissance, il faut le savoir et il faut le connaître, c'est de prendre la glycémie. Lâche la glycémie, puisque le patient peut mourir avec une hypoglycémie, tout simple. Et elle fait partie, bien sûr, sur les diapos des diagnostics différentiels de cette syncope. L'électrocardiogramme, bien sûr, il est primordial. Mais par rapport à la conduite, c'est ça, sur le plan pratique, on va dire. Si vous parlez d'examen complémentaire spécifique à la syncope, bien sûr, c'est l'électrocardiogramme. Okay. Alors, là, je pense que c'est ma dernière question. J'ai pas compris le vol. Oh, j'ai pas compris. Alors, j'ai pas compris le vol sous clavier. Alors, Boubacar, s'il te plaît, Boubacar, tu peux m'aider. Oui, le Hakim. Oui, le Hakim. Est-ce que je dois partager avec la planche Heparin, bisoprolol. Oui, تفضل عاود دير les mêmes étapes. Ok. Alors, le vol sous clavier. Ok. Même Oui, étape, fenêtre, etc. Très bien. Je vais refaire le vol sous clavier sur image. Très bien. Là. Alors, donc, on fait comme بالعربية. Alors, vous voyez le curseur. Là, c'est l'aorte ascendante. Ça, c'est la crosse. Ça, c'est l'aorte descendante. Alors, vous suivez.
La première branche de l'aorte, c'est le tronc brachiocéphalique. Arrière droite et l'artère carotide interne droite. C'est bon. L'artère, donc l'anatomie. Deuxième artère, la branche de l'aorte, c'est l'artère carotide. Gauche, qui va donner une artère qu'on appelle l'artère vertébrale. La partie postérieure du cerveau. Alors, il se met الدم يطلع من là, يروح le cerveau. Le cerveau, il est là. OK. Voilà. الدم يطلع من là, يروح le cerveau. OK. Alors, là, la sous-clave R, elle va se diviser en vertébrale gauche et l'artère humérale. Alors, l'artère humérale, c'est l'artère qui irrigue le bras. تغذي اليد. OK. Alors, si on a une sténose, صافي بالعقل لهنا مزير. On a une sténose. Ça, c'est la vertèbre. Puis, تمد l'artère. عندك par exemple le bras تاعك يحتاج n'importe quel organe. Les artères هذو, ils vont se dire amener de l'oxygène. C'est ça. Et l'instrument, bien sûr. Alors, si on a une sténose, هنايا الدم on a besoin de cette de l'oxygène au niveau du bras. Si on fait un mouvement au niveau du bras, un mouvement important, وش يصير الدم alors le sang va passer يجي منا علاش بيسك هنا قلنا لو سيرفو ولا هنا كاين ان بوليغون عيطوا له بوليغون دو ويليس لو بوليغون دو ويل alors الدم منين يجي للبرا يولي يرجع من لا فيرتيبرال يرجع باش يلقي لو برا اللي هو يسحق الاكسجين يسحق الدم اكسيتيرا لو ديبي سونغان بيسك نورمالمون الدم يطلع للسيرفو ماشي يعاود يخرج من السيرفو كي يهبط الدم للسيرفو ça veut dire qu'on aura une diminution du débit cérébral global et cette diminution du débit cérébral global va entraîner une syncope tout simplement une syncope à une sollicitation d'un membre supérieur soit droit soit gauche. Arrêtez le partage. Alors, arrêtez le partage. Alors, Boubacar. وي الحكيم الحكيم وي الحكيم Alors, j'ai parlé de la syncope, bien sûr la difficulté de la syncope, réflexe, avec syncope d'origine cardiaque, tout simplement. Alors, tout ce qui est origine cardiaque, bien sûr, vous avez fait des cours, il faut détailler un petit peu, mais j'insiste sur tout ce qui est hypotension orthostatique. Laisse insister, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Boubacar. Oui, très bien. Oui, الحكيم نسمعك bien. Très bien, très bien. Alors, par rapport à ce que vous devriez apprendre, c'est par rapport à votre
pratique quotidienne, on s'en fout de l'examen. Mais par rapport à votre pratique quotidienne, un patient qui vient pour une perte de connaissance, soit une hypothymie, vous devriez savoir faire au moins l'examen de l'hypotension orthostatique et interpréter cet examen. Ça veut dire faire la tension artérielle en position couchée ou assis, puis en position debout à 1, 3 et 5 minutes au minimum. Okay? Et le sinus carotidien, ce n'est pas à vous de le faire à cette étape. Okay? Puisqu'il faut faire un Doppler, il faut éliminer tout ce qui est sténose carotidien, mais il faut le connaître. Il faut connaître que la stimulation du sinus carotidien peut provoquer une hyperréaction vagale qui va donner soit une vasoplégie, soit une bradycardie. On va passer à l'autre. Quelles sont les parties correctes? Comme ça, il fallait demander les questions de l'examen, tout simplement. Être tranquille. Alors, pour l'examen, j'ai mentionné en globalité les étiologies, la définition, bien sûr, de la syncope. Alors, tout ce qui est tableau de la stratification du risque, c'est pas la peine. Et j'ai insisté sur l'hypotension orthostatique et l'hypersensibilité du sinus carotidien. Le traitement, il faut le lire. Ça va pas tomber dans l'examen. C'est très spécifique. Qu'est-ce qu'on va voir sur l'ECG lors d'une syncope? Alors, sur l'ECG, au moment de la syncope en elle-même, on peut tout voir, bien sûr. Par exemple, on peut avoir une pause, on peut avoir un PAV complet, on peut avoir une asystolie et on peut avoir un trouble du rythme rapide, que ce soit ventriculaire ou supraventriculaire. Au moment de la syncope, SVV, c'est la syncope vasovagale. Okay. Est-ce que vous pouvez répéter la partie de la syncope secondaire? Il n'y a pas de syncope secondaire ou primaire. Secondaire à quoi? J'ai pas compris cette question. Il n'y a pas de syncope secondaire. Toutes les syncopes sont secondaires à quelque chose. Il n'y a pas de syncope primaire. Vous pouvez répéter le tilt, s'il vous plaît. Je pense que j'ai répondu à cette question. Est-ce que la syncope par vol sous clavier est une syncope d'effort? Oui, mais dire que c'est une syncope d'effort, mais c'est une syncope situationnelle, on va dire, c'est une syncope au changement de position. Donc, si on lève le bras, si par exemple on sollicite le bras, on va pas dire effort. Ça, c'est pas vraiment un effort. Les syncopes d'effort, généralement, c'est le RAO, c'est les cardiomyopathies hypertrophiques et c'est l'hypertension artérielle pulmonaire. Alors, si vous avez d'autres questions, je suis là. Apparemment, il n'y a pas de questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, il faut m'écouter juste 2 minutes et on termine. Alors, D'accord. pas par rapport à la syncope, par rapport au cours du rhumatisme articulaire aigu. Alors, par rapport au cours du rhumatisme articulaire aigu, bien sûr, il faut se baser, bien sûr, sur les caractéristiques et la description des arthralgies et des arthrites. Alors, il ne faut pas trop s'étaler sur tout ce qui est les lésions cutanées en détail, etc. Il faut connaître les noms, bien sûr, mais il ne faut pas très détailler. Alors, en secondo, il faut apprendre par cœur les critères de Jones. Alors, les critères de Jones, il faut apprendre les critères anciens. Car nous, en Algérie, par rapport au carnet de lutte anti-ARA, on utilise les critères anciens, on n'utilise pas les critères nouveaux. C'est bon, ok, on est ok par rapport à ça. Et en troisième position, c'est le traitement. Il faut savoir, on va donner une antibiothérapie, on va donner à la phase aiguë des corticoïdes. La durée des corticoïdes, bien sûr, elle va dépendre de la cardite. C'est bon. En quatrième ligne, je fais la différence. Alors, si on a un rhumatisme articulaire aigu, on a deux types. On a deux situations.
on a une situation où le rhumatisme articulaire aigu, on est dans la phase aiguë. Ce n'est pas des séquelles, mais si 10 ans ou par exemple, malade de rhumatisme articulaire. Alors, la phase aiguë, on a des souffles de régurgitation. Ça veut dire qu'on a une insuffisance mitrale ou une insuffisance aortique. Rarement, c'est vraiment très rare, on a un souffle ou un roulement diastolique secondaire à un œdème très important par obstruction valvulaire. Okay? Mais durant la phase du rhumatisme, la phase aiguë du rhumatisme articulaire aigu, on a des souffles de régurgitation. Okay? Insuffisance aortique, insuffisance mitrale. C'est bon. À partir de là, après 5 ans, 10 ans, 25 ans, c'est les séquelles, on peut avoir de tout. On peut avoir une insuffisance mitrale, on peut avoir un rétrécissement mitral, on peut avoir, généralement, une insuffisance aortique. Le rétrécissement aortique, c'est plutôt, généralement, c'est dégénératif, c'est la maladie de Monk. Ok? Il faut faire la différence entre phase aiguë et séquelles. Est-ce que vous avez des questions par rapport au RA? Boubacar, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions par rapport au rhumatisme articulaire aigu? Apparemment, il n'y a pas de question. Alors, j'invite tout le monde, bien sûr, si vous avez des questions, bien sûr, de me contacter sur mon Messenger. D'accord. Merci le Hakim. ربي يحفظك. Et bon courage pour l'examen. Merci le Hakim. Faut pas trop Bonne stresser. soirée. Docteur? Alors, par quel mécanisme le RA va donner une insuffisance? Alors, une insuffisance mitrale, une insuffisance aortique. Alors, vous connaissez, alors, vous savez que le RA, c'est une inflammation de l'endocarpe ou du myocarde ou du péricarde. Alors, si on a une inflammation du l'endocarpe ou inflammation du fil valvulaire, ça va donner une valvulite. Et cette valvulite, c'est elle qui est à l'origine de cette insuffisance mitrale ou aortique. Par quel mécanisme? Alors, c'est plutôt, il faut aller juste par rapport à une description anatomique. Une valve normale va être étanche. Si le feuillet, par exemple, si on prend une valve mitrale, si le feuillet antérieur, alors il va se toucher, par exemple, le feuillet antérieur, alors le postérieur, ils vont squatter d'une façon régulière, ils ne vont pas laisser d'espace. Vous imaginez si, par exemple, il y a une inflammation à ce niveau, alors l'inflammation va donner des œdèmes de part et d'autre de ce feuillet et va donner, bien sûr, une irrégularité de ces feuillets, alors qu'ils ne peuvent pas se compter de façon étanche et qui vont donner, bien sûr, une fuite. Et c'est valable, bien sûr, sur l'insuffisance aortique. Merci, docteur. Bonne soirée. Boubacar, je ne vous entends pas. Je pense la connexion. Alors, héparine bisoprolol. Alors, héparine bisoprolol, est-ce qu'on doit apprendre les doses de médicaments du RA? Alors, pour les doses, par rapport à l'examen, par rapport à la pratique, alors par rapport à votre pratique, bien sûr, il faut connaître quand même les doses. Par rapport à l'examen, je ne vais pas vous donner
des doses. Ça va pas, c'est pas intéressant. Alors, les doses sont sur le portable, hein. Sur Facebook, sur portable, sur Google, sur toute surface électronique maintenant. Alors, c'est très con d'examiner, par exemple, des étudiants en quatrième année de médecine par rapport à une dose. Mais les médicaments ont le même, par exemple, tout ce qui est corticothérapie, cortisone, extensiline, etc. Amoxicilline, je sais pas, érythromycine, par exemple, une allergie, vous devriez les connaître, je pense. Mais les doses, c'est pas la peine. حكيم. Alors, le traitement prophylactique primaire et secondaire. Le traitement prophylactique primaire et secondaire. Oui, il faut les connaître. Ça, il faut les connaître par rapport à votre pratique. Mais les doses, c'est pas la peine. Alors, d'autres questions, s'il vous plaît. J'entends personne. Il y a un problème de son. Oui, un problème. Quel problème question, s'il vous plaît. La connexion. Boubacar, je vous entends pas. Problème de la connexion. Je sais pas, il y a un problème, je sais pas. Oui. Mais je vous entends pas. Il faut m'écrire, je pense. Sur les commentaires. Si vous avez des questions, il faut m'écrire. Alors, je vais attendre 2 minutes. S'il y a des questions, il faut les poser sur les commentaires. Alors, merci à vous, bien sûr. Et je vous souhaite une bonne nuit, des bons révisions. Et j'espère que ça va être facile l'examen, Inch'Allah. Merci الحكيم. Bon courage pour les révisions. À bientôt. Bien sûr, j'invite tout le monde, si vous avez des questions, à les poser sur mon Messenger. Et je vous remercie. À bientôt.